Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 2 de Loki qui poursuit sur une lignée fort réjouissante et vous retrouverez bien sûr toute la partie théorie que certains adorent et que d'autres craignent en fin de vidéo. Et si vous souhaitez regarder confortablement Loki, eh bien vous pouvez bien sûr vous abonner à Disney+ en passant par le lien que vous trouverez en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage. Merci d'avance. Le duo de détectives que nous voulions tous sans même connaître son existence est de retour pour nous jouer sans doute de jolis comme de mauvais tours. Pour l'instant, ce deuxième épisode vient conforter l'avis positif que j'avais exprimé pour le premier épisode. Il est vif, différent, inventif, intrigant, prometteur. S'il fallait souligner un point faible, ce serait sans doute dans l'affrontement un peu brouillon qui oppose Loki à son variant qui possède le corps d'un colosse à casquette. Alors certes, on se doute bien que la possession lui prête une force surhumaine, mais disons que les coups d'aspirateur et le chaos technique subis par Loki font un peu pâle figure pour un personnage qui a quand même survécu à des assauts autrement plus violents par le passé. Et oui, au passage, on a encore une fois une référence à la chute interminable de Loki dans Thor Ragnarok, aussi bien dans la posture que la gestuelle de ce Loki jeté au sol. En dehors de ce petit bémol, j'étais accroché par cet épisode, par son rythme bien dosé, entre enquête, dialogue philosophique, indices subtils et quelques révélations. J'ai aussi envie de souligner que la bande originale de cette série s'affirme de plus en plus comme une réussite, avec notamment, entre autres, le thème d'ouverture, qui est aussi mutin que lancinant et qui me fait frétiller l'oreille, car oui, je suis capable de frétiller des oreilles. Mutin encore et toujours cet épisode qui s'ouvre sur une reconstitution d'un Moyen-Âge fantasmé et fantastique dans les États-Unis des années 80. Permettez-moi d'y voir un clin d'œil à peine masqué au jeu de rôle grandeur nature, ça me fait plaisir. Quoi qu'il en soit, Bonnie Tyler et une petite possession bien sentie envoient la chasseuse Sévin tabasser ses collègues, on pourrait même dire trucider avec l'intervention sans pitié des lames de Sylvie. Et oui, j'ai bien dit Sylvie, Laufey-Dottir même, c'est écrit sur son dossier. Étonnant que Mobius n'ait pas prévenu Loki à l'avance, mais enfin, on reviendra sur elle. La chasseuse Sévin est particulière de toute évidence, tout du moins dans le destin que lui réserve Sylvie en l'épargnant et en l'emmenant avec elle. Et en plus, l'actrice c'est Sacha Lane, donc on a de bonnes chances de la revoir plus tard, j'en redirai un mot dans les théories. Et plutôt que de perdre du temps avec les agents de la TVA face aux pitreries de Loki qui veut, par un subterfuge, rencontrer les gardiens du temps, mieux vaut se consacrer aux quelques mots que la chasseresse Sévin va lâcher alors qu'elle est retrouvée dans l'immense supermarché. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je veux rentrer chez moi et j'ai donné l'info sur l'emplacement des gardiens du temps, comment les trouver. Voilà donc en substance ce qu'elle dit et même ce qu'elle répète pour c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors pourquoi cette répétition? Est-ce que ce serait éventuellement pour s'en convaincre elle-même? Mais toute la question c'est se convaincre de quoi? Peut-être se convaincre que ce que lui a montré Sylvie est vrai, ou au contraire que ses anciennes convictions qui auraient été mises à mal par une révélation sont toujours légitimes. On remarque aussi que Mobius suppose que le chez-soi que veut retrouver Sévin correspond à la TVA, mais est-ce bien le cas? Je vous propose de poursuivre cette réflexion dans la partie théorie. Revenons à la manière qu'a la TVA de traiter les événements Nexus. Généralement, ça se termine avec une charge qui réinitialise la zone en faisant tout disparaître dans un certain périmètre, c'est du moins ce qui nous est expliqué. Lorsque Sophie programme des dizaines de tels systèmes transportés via des portes, on peut parler de terrorisme temporel à grande échelle, puisqu'elle va sans doute cibler des moments clés pour générer le plus de chaos possible. On sait pourtant qu'une branche temporelle ne peut pas impacter une autre branche. Et oui, on le sait grâce aux explications de Mobius, mais aussi au petit QCM qui prend Thanos et des pommes en exemple sur le terminal de formation de l'élève Loki. Un élève que Miss Minutes trouve bien indiscipliné, et pour cause, et on a même une petite révélation au sujet de Miss Minutes, puisque la réalisatrice a indiqué que d'une certaine façon, ce petit personnage aura son propre parcours personnel dans la suite de la série. Intriguant, non? Quoi qu'il en soit, notre Loki reste un invité bien mal vu par les autres membres de la TVA, il est juste un variant. Amusons-nous justement avec ces variants, le Loki bleu version géant du froid, le Loki maillot jaune vainqueur du Tour de France, le Loki troll tout droit issu des comics,
tout comme le Loki en costume de pseudo-viking d'opérette. Quant au dernier, une petite ambiance grenouillère orientale, mais j'ai du mal à situer. Quoi qu'il en soit, en jouant au mariole comme d'habitude, Loki va mettre Mobius dans la mouise, donc direction pour l'analyste, le bureau de la juge Ravonna Renslayer pour un petit savon. Mais bon, avec un whisky au passage, c'est pas trop grave. Première image, celle du gardien du temps central, celui qui trônait déjà derrière le siège de Ravonna Renslayer au tribunal. Et vous vous en doutez sans doute, j'ai des choses plutôt intéressantes à vous proposer au sujet de ces trois Gugus, les gardiens du temps, mais pour cela, mieux vaut attendre la partie théorie. Renslayer remarque que Mobius a un faible pour les choses cassées, en référence directe à Loki bien sûr, mais on peut se demander ce qu'on pourrait inclure de manière implicite dans cette description, comme la TVA, comme elle-même, ou encore la ligne de temps sacrée. Les remarques de Mobius concernant la décoration du bureau me semblent trahir une forme de jalousie, et je pense que ces remarques sont loin d'être anecdotiques, tout comme la mention de cet autre analyste. Même la boule à neige, ce petit bibelot de mauvais goût que j'adorais étant enfant, pourrait être une référence bien spécifique, mais on m'en voudrait encore une fois d'en parler trop vite, alors un peu de patience. Au passage, si ça vous intéresse, sachez que cet ascenseur existe bel et bien, c'est à l'hôtel Marriott d'Atlanta. Donc on a Mobius qui va couvrir pour la dernière fois Loki, et sachant la valeur que la TVA accorde en moyenne à la vie d'un variant, on peut vraiment classer ce Mobius parmi les chic types de l'organisation. Comme on avait pu le constater au cours du premier épisode, Mobius a une vision d'ensemble de la vie de Loki et il ne le perçoit donc pas uniquement comme un vilain, mais comme la plupart des dialogues entre les deux compères, cette leçon pourrait aller dans les deux sens. En effet, un peu plus tard, Loki souligne que, de son expérience, si les méchants ne le sont jamais totalement, ça vaut aussi pour les gentils, et ce qu'il sous-entend ici pourrait poser les prémices d'une révolution copernicienne pour un homme comme Mobius, dont toute la vie est centrée sur sa croyance en la TVA et ce qu'il y accomplit. De toute évidence, la TVA use de toute une panoplie de propagande et d'endoctrinement, et on peut légitimement s'interroger sur tous les aspects de cet organisme, aussi bien sur la nature véritable des gardiens du temps que sur l'origine même des agents de la TVA. Pas étonnant donc que tous les documents relatifs aux sujets sensibles restent confidentiels. À ce sujet, la scène de la bibliothèque s'inspire sans doute de celle de Seven de David Fincher, notamment dans le choix de la musique, l'air sur la corde de sol de Bach ou Bach, comme vous voulez. Encore une fois dans la série, la note tragique, cette fois sur la destruction d'Asgard, est parfaitement gérée, et c'est un vrai plus car parfois chez Marvel, l'humour a trop tendance à venir casser les moments d'émotion. Alors oui, je sais bien qu'on a juste après la scène de la salade, ce qui semble venir contredire mon affirmation, mais au contraire, je trouve le timing plutôt réussi en l'occurrence, d'autant que cela vient souligner la capacité de Loki à se soucier avant toute chose de lui-même et de son objectif présent. La petite mention à Hulk qu'il pourrait faire passer par-dessus le pont est doublement amusante. D'abord dans Ragnarok, Hulk finit bel et bien par être emporté dans l'eau dans son combat contre Fenris, et puis évidemment, on a là tout le ressentiment contre le Colosse Vert, dont la déculottée infligée dans le premier Avengers est étonnamment proche pour cette version de Loki. La scène de Pompéi est un petit moment d'humour noir bien trop rare dans les productions Marvel. On a quand même le dieu de la malice qui vient annoncer aux malheureux habitants qu'ils vont mourir très bientôt. Il a un grand sourire aux lèvres et il libère des chèvres, ses amis cornus, en évidente référence au casque habituel. On le sait, Loki ne respecte pas grand-chose et cette tension entre ordre et chaos vient trouver un nouvel écho, cette fois dans la discussion qu'il a avec son BFF, Mobius. Eh oui, Mobius rêve de jet ski, mais il croit en la TVA et accepte la vision du monde qu'on lui propose. Prédestination ou libre arbitre, vaste sujet, d'autant plus pour un personnage tel que Loki, dont le rôle dans la mythologie nordique était effectivement très défini. Pour lui, semer le chaos, c'était justement répondre au rôle qui lui était assigné et prédéterminé. Comme on a déjà pu le souligner, ces deux personnages ont à apprendre l'un de l'autre, et il est possible qu'un Mobius libéré nous vende du rêve d'ici la fin de la saison, mais reste à voir à quel prix viendrait une telle libération. Une déduction cablouissante plus tard, direction un événement apocalyptique qui a le bon goût de souligner que l'humanité est clairement en train de déglinguer le climat et de causer sa propre perte, une évidence qu'il est plus que temps de prendre en main depuis plusieurs années maintenant. Le temple de la consommation, symbole même d'une société déconnectée des ressources naturelles avec Roxcart, une variation de Roxxon, méga corporation malfaisante classique, mentionnée de ci de là dans les comics,
et même dans le MCU. Mais attention, quand on sépare Loki de Mobius, tout va mal. Loki découvre à quel point il est insupportable en étant totalement plongé dans une ambiance verte, synonyme de domination de Loki, enfin plutôt de Sylvie, un personnage original malgré ce prénom. En effet, dans les comics, Sylvie Lushton est un personnage à part, une magicienne, une humaine qui a reçu ses pouvoirs de Loki, mais de toute évidence, avec le nom de famille, Laufeydottir du dossier, celle-ci est bien une variante. Allez savoir, c'est peut-être même la plus ancienne de tous les Loki. A noter également qu'on n'a pas ici ce qu'on appelle dans les comics Lady Loki, qui correspond à l'âme de Loki incarnée dans un corps féminin. On remarque que Sylvie a une corne cassée, une façon de nous laisser deviner un passé dur, violent, où se cachent sans doute ses motivations et la revanche à prendre sur la TVA. De toute évidence, Sylvie cherche à créer une énorme diversion, et peut-être plus encore, difficile à dire, cela fonctionne avec toutes les équipes de chasseurs disponibles qui quittent la base. Alors quitte à vous décevoir un peu, je ne vais pas aller décortiquer tous les lieux mentionnés sur les écrans, dont certains pourtant sont très marquants dans l'histoire du MCU comme Vormir, Sakaar, Niflheim ou encore Xandar. En effet, je ne pense pas qu'il soit très utile d'aller décortiquer chacune de ces références, je pense simplement que les designers, les responsables des effets numériques et même la réalisatrice, Kate Herron, se sont fait plaisir avec ces références. On sait d'ailleurs que Kate Herron a placé le nom d'une petite ville d'Angleterre parce que ça l'amusait. Voilà. Le passage de l'ambiance de couleur du vert au rouge ne fait que souligner l'urgence soudaine et la violence qui devrait s'en suivre. Avant d'en venir aux théories, si vous louchez sur cet incroyable t-shirt depuis le début de cette vidéo sans même vous l'avouer, eh bien sachez que vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous le procurer, que ce soit celui-ci ou des tas d'autres modèles incroyables, que ce soit sur la franchise Marvel ou même Star Wars et bien d'autres, enfin vous verrez bien. Allez hop, maintenant c'est Theory Time, vous êtes prévenus. De toute évidence, et notamment sur la base des bandes annonces, Sylvie et Loki devraient se retrouver dans la TVA après avoir franchi cette porte. L'idée sera peut-être de foncer directement vers les gardiens du temps, et la juge Renslayer ferait partie de ce rester en arrière pour s'y opposer. Mais justement, pendant qu'on y est, où se situe-t-elle cette TVA? Eh bien, il y a de fortes chances qu'elle soit dans le royaume quantique, expliqué dans Ant-Man. En effet, on sait déjà que aussi bien au sein de la TVA que dans le royaume quantique, le temps s'écoule différemment, et on sait imparfaitement que depuis ce royaume quantique, eh bien, on peut passer assez facilement, en maîtrisant la chose, d'une époque à une autre. On sait par ailleurs que Kang est annoncé comme étant lié à Ant-Man Quantum Mania, ce qui renforce l'idée encore une fois, sans oublier la boule à neige. Et oui, carrément la boule à neige, puisque j'y vois une référence aussi bien visuelle que conceptuelle à Chronopolis, sachant qu'on présuppose depuis longtemps que cette cité cachée dans le royaume quantique a été aperçue durant Ant-Man et la guêpe. Et bien sûr, vous voyez où je veux en venir, si une personne a pu offrir à la juge Ravonna Renslayer cette référence à Chronopolis, une Chronopolis que Renslayer a dirigée pendant un certain temps dans les comics, eh bien cette personne ne peut être que Kang le Conquérant lui-même. Et oui, ce même Kang auquel Jonathan Majors prêtera ses traits et dont l'apparence semble assez nettement avoir inspiré le fameux gardien du milieu. Si le gardien du milieu est Kang, les deux autres pourraient n'être que des variants de cet incroyable personnage, et notamment Ramatut, le pharaon s'occupant du passé, et Immortus, la version tardive de Kang, qui pourrait s'occuper de l'avenir. Alors oui, je sais bien que tout ça est très schématisé, si vous connaissez les comics en profondeur, vous saurez qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur ces différentes variations de Kang, mais au moins avec cette figure tripartite, on retrouverait cette gestion du temps qu'on a déjà dans de nombreuses figures qui fonctionnent par trio, les Norns, les Parks, etc., dans différentes mythologies. La TVA ne serait donc peut-être qu'une immense machinerie entièrement destinée à servir les intérêts personnels de Kang, la constitution et la préservation de son empire temporel, mais ce à condition que les différents variants de lui-même soient en accord les uns avec les autres, et ça c'est pas gagné. En effet, dans le texte d'introduction de la page wiki consacrée à Immortus, on a une citation de Kang qui compare son double plus âgé à un jardinier qui couperait les branches du temps de façon bien proprette, alors que Kang lui-même appelle de ses vœux une version luxuriante des lignes de temps. Pour l'instant, sur la base des informations disponibles, il me semble impossible de deviner quelles seraient les relations entre ces différents variants de Kang, si quand bien même il s'agirait de ces variants. Et puis bon, il faut surtout garder en tête que lorsqu'on passe des comics aux séries ou aux films du MCU,
eh bien dans l'adaptation il y a toujours des différences, donc la surprise sera a priori au rendez-vous. Comme je le disais dans la première vidéo, il est même possible que Kang n'ait pas encore atteint le point où il va créer la TVA. Peut-être qu'il a commencé comme analyste et qu'il a formé une boucle temporelle, mais qu'il n'a pas encore atteint au moment des événements de Loki ce moment fatidique où il comprendra à quel point la TVA est destinée à servir ses propres desseins, et peut-être qu'il n'a même pas encore proposé à Ravonna Renslayer de l'aider dans cette incroyable manipulation de tout le flux temporel, de tout le multivers, dans le seul but de servir cet empire de Kang. Lorsque la chasseuse Sévin disait vouloir rentrer chez elle, c'est sans doute après que Sylvie lui a fait entrevoir la réalité selon laquelle tous les serviteurs de la TVA ne seraient au final que des individus prélevés sur des branches temporelles. On pourrait même se dire qu'ils seraient tous potentiellement des variants, ce que plusieurs membres du personnel de la TVA auraient du mal à encaisser, notamment la chasseresse B15. On pourrait même éventuellement penser aux Anachronautes, une troupe de combattants issus de diverses époques, qui sont réunis par Immortus pour protéger notamment Chronopolis. Pour en revenir à Sylvie, on peut supposer que la vengeance serait une motivation plausible, avec cette propension qu'a la TVA à effacer des réalités alternatives. On peut se dire que Sylvie a sans doute quelque chose à leur reprocher. Il me semble surtout qu'en bonne stratège, Sylvie a sans doute au moins 2 coups qui sont menés simultanément, et je ne crois pas que son assaut direct, qui serait éventuellement mené dans l'épisode 3 contre la TVA, serait la principale menace. Non, je crois bien que la principale menace viendrait de l'intérieur, avec la réintroduction de la chasseresse Sévin et l'impact qu'elle pourrait avoir auprès de ses collègues. En effet, en diffusant autour d'elle ce que Sylvie lui a révélé, elle pourrait être un facteur de déstabilisation, voire même de révolte, soyons fous. Bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne voulez pas finir transformé en troll du Tour de France, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, et je vous rappelle que vous trouverez en description le lien pour le t-shirt et pour Disney+. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!